convaincre sur l'Union européenne, il faut d'abord savoir comment ça fonctionne. Comme un médecin, pour faire des diagnostics, il est obligé de savoir comment fonctionne le corps humain. Voilà. Donc il faut qu'il apprenne comment fonctionne le corps humain pour savoir comment on fait un diagnostic et comment on soigne une maladie. Et là, c'est la même chose. Il faut donc savoir comment fonctionne l'Union européenne. Et à partir de là, lorsqu'il y a un programme, eh bien, il faut voir quelles sont les difficultés, les contraintes, les conditions pour faire les changements que l'on souhaite. Voilà. Parce que, par exemple, moi, j'entends des personnes qui disent « Mais il n'y a qu'à Faucon, demain matin à 8h30, on quitte l'Union européenne, à 8h35, on quitte l'euro, hein, et puis à 8h40, on va prendre un pastis, parce que tout est réglé, quoi. » Bon, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, parce que, en fait, l'Union européenne, c'est comme le corps humain, il y a toute une série de fonctions qui sont, je dirais, interdépendantes à l'intérieur. Et que ce n'est pas si simple que ça. Et que donc, il faut sortir un petit peu je dirais, des pensées magiques. D'ailleurs, je donne une information. Vous voyez, j'ai là un manuscrit qui va sortir bientôt, vous voyez, qui s'appelle « Guide de sortie des traités européens ». Bon, un bouquin qui va être publié d'ici un mois par un copain, mais il fait tout un bouquin. C'est-à-dire, si par exemple on veut sortir des traités européens, il faut d'abord savoir ce qu'il y a à l'intérieur et qu'il ne faut pas faire des yakas et des faucons. Il faut donc savoir comment on fait, dans quel ordre on le fait. Voilà. Et puis, il faut comprendre aussi que comme tout est très imbriqué, ceux qui ont des positions adverses aux nôtres, eh bien forcément, ils ont un certain nombre d'armes avec des moyens qui permettent de vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. C'est-à-dire que, pour ceux qui veulent sortir des traités, et c'est nécessaire, ceux qui veulent empêcher les autres de sortir des traités, ils ont aussi des armes. Hein, donc il faut... C'est un peu comme sur un champ de bataille. Voilà. Il faut une stratégie, il faut bien comprendre les choses, et qu'il ne suffit pas de dire, voilà, la solution ne va pas, et nous, on va sortir des traités, et puis, parce qu'on est la deuxième économie de la zone euro, tout le monde va être obligé de nous écouter. Ça c'est dans Bisounours que ça se passe. Bon. Donc, on va essayer d'y travailler. Alors d'abord, il faut essayer de voir les conditions, comment ça s'est construit. Voilà. Il faut savoir la chose suivante, c'est que l'Union européenne, elle s'est construite d'abord en tant que marché commun. Et il y avait à ce moment-là ce qu'on appelle les traités de Rome, et nous sommes en 1957. C'est à ce moment-là que la bataille commence. Et je voudrais simplement dire la chose suivante, c'est que dès 1957, il y a des forces politiques qui sont hostiles au marché commun. Alors je vais prendre... Alors il y avait d'ailleurs le Parti communiste hein, à cette époque. Mais je ne vais pas prendre le Parti communiste, je vais prendre Pierre Mendès France. Pierre Mendès France. Pierre Mendès France fait une déclaration le 18 janvier 1957. Vous voyez, c'est pas hier. Hein. Il y a peut-être qui n'était pas né encore à cette époque-là. Et en 1957,
il appelle à voter contre le marché commun. Et en fait, il appelle à voter contre le marché commun, et pourtant Pierre Mendès France, c'était pas quelqu'un qu'on pouvait, je dirais, cataloguer comme étant la gauche radicale. Mais il dit, voilà, je demande de voter contre au nom de la démocratie. Premier acte. Il dit la chose suivante, il y a deux façons de tuer la démocratie. La première, c'est de donner tout le pouvoir à un seul homme. Donc là, vous reconnaissez les dictatures du XXe siècle, Maréchal Pétain, Franco, Hitler, Mussolini, enfin, vous voyez. Mais il y a une deuxième façon pour pouvoir, je dirais, freiner la démocratie, voire la supprimer, c'est d'enlever les pouvoirs au peuple et aux représentants du peuple pour transférer ce pouvoir à une autorité extérieure. Et là, il vise la Commission européenne. C'est-à-dire qu'il dit la chose suivante. Il dit la démocratie, c'est si on transfère notre pouvoir, nous, citoyens du peuple, on transmet ce pouvoir à des représentants, c'est parce que nous les avons élus, ces représentants. Mais si on transfère, on enlève du pouvoir aux gens qu'on a élus, et on le transfère à des gens qu'on n'a pas élus, eh bien là, nous sommes dans un déni de la démocratie. Et à ce moment-là, il dit, au nom, je dirais, de la technique économique, on en vient à dicter toutes les politiques, et donc on enlève la possibilité au peuple et même à ses représentants de définir quelle politique on veut pour le pays. Et si on emploie le mot que beaucoup ont, c'est le problème de la souveraineté. C'est-à-dire, on a un lien avec celui qui prend le pouvoir par l'élection. Mais si on enlève le pouvoir de celui que j'élis et qu'on le donne à quelqu'un avec qui j'ai aucun lien avec lui, et que c'est lui qui prend la décision, eh bien là, il y a déni de la démocratie. Et Pierre Mendès France appelle donc, le 18 janvier 1957, à s'opposer au marché commun, parce qu'il dit le marché commun qui veut s'opposer aux dictatures, en fait, veut nous enlever la souveraineté populaire et la démocratie dans notre pays au nom d'une saine économie. Parce que bien évidemment, si on met des techniciens au pouvoir, eh bien là, on est sûr qu'on va faire, je dirais, de la bonne politique. Et en fait, ce discours de Pierre Mendès France, il faut le lire et le relire. Alors il est un peu long, parce que Pierre Mendès France, c'est un peu comme Fidel Castro, hein, quand il parle. Bon, chacun a ses défauts. Hein. Donc si vous allez par exemple sur Internet, vous faites Pierre Mendès France 18 janvier 1957, tape, vous tombez dessus. Et comme si vous n'avez pas envie de lire tout son texte, qui est long, c'est une intervention à la Chambre des députés, vous allez à la fin du texte. Voilà, il faut aller à la fin du texte. Vous lisez la dernière page du texte, et là vous avez 10 lignes absolument remarquables, et que, en fait, qui explique beaucoup de choses, et qui est pour moi assez formidable parce que il a, en fait, il disait en 1957,
ce que nous vivons, je dirais, ce que nous avons vécu en 2005 pour le traité constitutionnel européen, ce que la Grèce a vécu en 2015, tout ça c'est contenu dans le discours de Pierre Mendès France. Voilà. Alors il reste très général, mais en fait, pour qui lit correctement ça, c'était prévisible. Voilà. Ça veut donc dire que déjà, dès 1957, dès le marché commun, il y a des gens qui disent attention, il y a risque pour la démocratie, il y a risque pour la souveraineté populaire, et donc il y a risque pour la souveraineté nationale. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose, c'est qu'en fait, plus on avance, plus les néolibéraux, alors en 1957, ils n'étaient pas encore là, mais dans les années 80, ils sont déjà là. C'est-à-dire que là, avec le marché commun, ils ont déjà un moyen antidémocratique et ils vont l'utiliser et en modifiant un certain nombre de règles pour non seulement être antidémocratique, mais en plus d'être un carcan néolibéral. Et là, l'acte unique en 1986, qui généralise la liberté des capitaux, enfin tout le credo du néolibéralisme en matière de transactions financières, ça veut dire à partir du moment où on signe l'acte unique de 1986, eh bien, à partir de là, on est en train de créer une suprématie au-dessus des États-nations par l'intermédiaire des transactions financières. Et après, ça va vite. 1986, on arrive à 1992. Le traité de Maastricht. Le traité de Maastricht, lui, il dit la chose suivante. Il nous dit, on va mettre une monnaie unique parce que la monnaie commune, parce qu'il y en a qui veulent revenir à des monnaies, bon, il faut savoir que avant d'avoir la monnaie unique, on a eu en fait un serpent monétaire. C'est-à-dire que, et ça c'était le serpent monétaire, c'était au début des années 80. Alors vous voyez, François Mitterrand est élu président de la République, il fait une politique keynésienne, c'est-à-dire de relance par la consommation, et puis bien sûr, toutes les augmentations du pouvoir d'achat données aux travailleurs, eh bien, comme on avait commencé à désindustrialiser le pays, qui est sans doute la plus grande catastrophe économique qu'on ait faite dans un pays comme la France, mais également la Grande-Bretagne, que les Allemands n'ont pas faite, eh bien, le pouvoir d'achat des travailleurs était utilisé pour acheter des produits importés. D'où déficit de la balance commerciale, d'où 3 dévaluations du franc. Et donc, 3 dévaluations du franc, c'est-à-dire que la Banque de France et le gouvernement n'arrivent pas, en fait, à stabiliser l'échange. Et donc, à partir de là, François Mitterrand prend la position de Jacques Delors et on rentre dans le néolibéralisme par le tournant libéral de 1983. On prend Laurent Fabius comme Premier ministre et en voiture, le tournant libéral est démarré. Mais pour ceux qui se sont intéressés à cette période, l'échec du serpent monétaire est dans tous les esprits.
Et que bien évidemment, l'échec du serpent monétaire entre 1980 et 1983 eh bien, pousse les néolibéraux à dire eh bien, on va faire une monnaie unique. Comme ça évite le problème des dévaluations. On va faire une monnaie unique, c'est-à-dire l'euro. On va donner tout le pouvoir à la Banque Centrale Européenne, ou plutôt, c'est pas à la Banque Centrale Européenne, c'est à donner le pouvoir, je dirais, au système européen des banques centrales, c'est-à-dire au SEBC, dont la Banque Centrale Européenne n'est qu'un élément. Car il faut savoir que la Banque Centrale Européenne, sa direction, c'est en fait un gouverneur de chaque pays. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand la Banque Centrale prend une position, vous avez le représentant de la Banque de France qui est au conseil, disons dans le conseil de direction de la Banque Centrale. Bien sûr, il y a aussi celui qui représente la Banque Centrale allemande et toutes les autres banques centrales. Donc vous avez un système européen des banques centrales dont la Banque Centrale est un outil. Et à partir de là, on rend ce système européen de la Banque Centrale indépendant des États, très important, et que donc, à partir du traité de Maastricht, eh bien, les États perdent, en fait, je dirais, la capacité de battre monnaie, qui a toujours été, je dirais, l'apanage des États-nations, et toute la politique monétaire, en fait, est réalisée à l'extérieur des États-nations. Même si on a un représentant de la Banque de France au conseil de direction de la Banque Centrale Européenne. Et bien évidemment, on rajoute dans le traité de Maastricht qu'il ne faut pas que le déficit dépasse 3%, enfin, beaucoup d'entre vous connaissent ça. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du traité de Maastricht, chaque fois qu'il y a un déficit, eh bien, il faut le contenir dans 3%. Ça veut dire qu'on fait des politiques austéritaires, des politiques antisociales, pour diminuer les dépenses sociales et diminuer les déficits. Ça date de là. Voilà. Et puis, je dirais, ça continue. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une série de traités qu'on va voir derrière. Traité d'Amsterdam, jusqu'au fameux traité constitutionnel européen. Que je ne fais pas tous les traités parce qu'il y en a eu beaucoup. Notamment le traité d'Amsterdam, je le laisse de côté. Et puis il y a le traité, le fameux TCE, le traité constitutionnel européen. Donc tous les chefs d'État se mettent d'accord, dont le chef d'État français, se mettent d'accord pour un traité constitutionnel européen. Et donc, il est soumis à tous les États. Vous le savez, la France a voté le 29 mai 2005. Et comme vous le savez, la France a dit non. Ça, c'est comme le machisme ordinaire. Quand une femme dit non, il y a des mecs qui disent ça veut dire oui. C'est un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont violé la souveraineté populaire française. Mais ils l'ont violée en ayant le droit pour eux. Parce que dans la Constitution française, il est noté que pour changer la Constitution, il faut soit un référendum, soit un vote du Congrès.
C'est-à-dire, on met ensemble l'Assemblée nationale des députés avec les sénateurs, on va au château de Versailles, on se prend pour Louis XIV. Chez nous, quoi. Et puis, on vote. C'est-à-dire, ça, c'est dans la Constitution française. Ça veut dire que dans la Constitution française, dès 1958, les dates sont importantes. 1957, traité de Rome. 1958, Constitution, la Ve République. Oui, il y a des gens qui ont travaillé dans les deux, qui ont préparé ces deux textes. Et c'est pas un hasard que, dans la Constitution française, on met au même niveau une décision des Français par référendum et au même niveau un vote au 3/5 du Congrès, c'est-à-dire en regroupant les sénateurs et les députés. Alors que, traditionnellement, il y avait ce que les juristes appellent la hiérarchie des normes. La hiérarchie des normes, ça voulait dire la chose suivante, c'est que le référendum devait être supérieur à une décision des parlementaires. Voilà. Il y avait une hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'une décision d'un gouvernement est moins importante qu'une décision du Parlement et qui est moins importante que la souveraineté populaire, c'est-à-dire le vote de tous les citoyens. Une sorte, disons, de démocratie entre guillemets directe. Bon, je dis bien entre guillemets parce que si on faisait une discussion philosophique, on commencerait par faire des différences entre la démocratie directe et un plébiscite. Parce qu'on peut faire un référendum plébiscitaire. Bon. Pour revenir à notre débat, dans la Constitution française, on met au même niveau une décision du peuple et une décision des parlementaires. Bon, ça veut dire que si on veut la souveraineté populaire, ce que je ne vois nulle part, dans aucun programme, il faut mettre que la souveraineté populaire du peuple doit être supérieure à une décision des parlementaires. Voilà. Ce qui était le cas préalablement. Voilà. Et donc, eh bien, ce qu'a voulu le peuple français en 2005, il ne l'a pas eu en 2008. Mais ça ne suffisait pas. Parce qu'il y a eu la crise de 2007-2008, une crise des crédits hypothécaires, une crise bancaire qui a détruit la moitié de la monnaie mondiale, qui a menacé la fermeture de tout le système bancaire mondial. S'il n'y avait pas eu une injonction monétaire massive, notamment des États, parce qu'il faut savoir que la crise 2007-2008, c'est une crise de la dette privée. Ce n'est pas une crise de la dette publique. C'est les banques privées à but lucratif pour les actionnaires. C'est eux. Le crack, c'est eux. Mais bien évidemment, comme on ne voulait pas que ce qui s'est passé en Islande se passe partout, c'est-à-dire que le lendemain du crack, toutes les banques sont fermées, et puis chacun d'entre nous, on a des économies, à la BNP, à la Société Générale, au Crédit Agricole, et tout ça est bouclé, vous ne pouvez plus sortir un radis, etc. C'est ce qui s'est passé en Islande en 2008-2009. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est l'argent public qui a renfloué la dette privée. C'est donc des centaines de milliards de dollars que l'État américain a donné aux banques, etc. La BCE, elle a fait pareil, etc.
Et donc, il y a eu bien sûr des transferts d'argent extrêmement importants, alors principalement par création monétaire, et secondairement par le fait que l'argent public a servi à combler les dettes privées. Et donc, les néolibéraux, ils se sont dit, je ne sais pas si vous connaissez les arts martiaux. Dans les arts martiaux, il y a par exemple un art martial qui s'appelle le karaté. Donc le karaté, c'est un art martial où, si je veux donner un coup à mon ami Jean-Louis, je vais donc lui donner un coup et lui, il va me bloquer mon bras. Donc c'est-à-dire ma violence va être contrée par une violence de Jean-Louis qui va bloquer mon mouvement. Mais il y a un autre art martial où, lorsqu'on donne un coup, au lieu de bloquer le mouvement, ça s'appelle l'aïkido, eh bien, Jean-Louis, parce que je veux lui donner un coup, il va prendre mon bras et il va au contraire accélérer le mouvement. Mais au lieu que ça vienne sur lui, il va m'accélérer de l'autre côté pour me déséquilibrer. Et en fait, il va se défendre en accélérant mon mouvement. Alors que dans le karaté, il va me le bloquer. Les néolibéraux, ils préfèrent l'aïkido au karaté. Et donc ils se sont dit, là il y a eu une crise, nous allons en profiter pour faire un nouveau traité. Et ça s'appelle le TSCG. Donc un traité pour la gouvernance. Et on va créer un deuxième organisme qui s'appelle le MES, Mécanisme européen de stabilité. Alors on dit, voilà, l'Union européenne va se doter d'un mécanisme européen de stabilité, c'est-à-dire chaque État va mettre un peu de pognon, et si il y a une banque qui est en difficulté ou plusieurs banques qui sont en difficulté, c'est le mécanisme européen de stabilité qui va lui donner les liquidités. Et ça, c'est la partie gentille. Et la partie aïkido, c'est de dire, oui, mais attention, pour qu'on puisse prendre l'argent dans le mécanisme européen de stabilité, il faut d'abord que les États signent un nouveau traité, le TSCG. C'est-à-dire qu'ils prennent l'engagement, un engagement encore plus fort, je ne rentre pas dans le détail parce que je n'ai pas le temps, mais encore plus fort que le traité de Maastricht et encore plus fort que le traité de Lisbonne. Ça veut dire que le dernier traité, qui s'appelle le traité budgétaire, comme ça, c'est-à-dire que ça permet de faire 3 tours de vis supplémentaires pour empêcher les États de faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. Et donc, on crée, voyez, en même temps une aide possible par le mécanisme européen de stabilité, mais de l'autre côté, on verrouille un peu plus. Et donc, ça fait un petit peu, quand on veut réprimander un enfant, on lui dit, voilà, si tu veux quelque chose, tu peux l'avoir, tu vois, regarde, il y a le mécanisme européen de stabilité, mais attention, il faut que tu fasses cela, 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 en plus de ce qu'on t'avait déjà dit. Voilà. Et constamment, donc que ce soit depuis le traité de Rome jusqu'au TSCG, et ils sont en train de préparer un nouveau traité, à chaque fois, on diminue en fait l'exercice de la souveraineté nationale et de la souveraineté populaire. Voilà. Mais en même temps, on dit, si vous avez une difficulté, on va vous aider. Voilà.
Mais il faut être gentil avant pour qu'on vous aide après. Hein, c'est un peu ça l'idée. Donc voilà le système, comment déjà il fonctionne. Alors maintenant, je voudrais que vous compreniez l'esprit des traités européens, pour bien comprendre. Et je vais vous lire un article du traité. Bon, je vais vous en dire plusieurs, mais celui-là, c'est mon préféré. C'est l'article 347 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Parce qu'en fait, le traité de Lisbonne, c'est en fait déjà deux traités. Vous avez un traité de l'Union européenne et vous avez un deuxième traité qui est le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Donc là, je suis dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne et je prends son article 347. C'est parce que ça vous donne l'esprit, vous voyez, l'esprit du traité. Les États membres se consultent pour éviter que le fonctionnement du marché intérieur ne soit affecté par les mesures qu'un État membre peut être appelé à prendre en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en cas de guerre ou de tensions internationales graves. Cet article 347 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, il dit en langage populaire, il peut y avoir une guerre civile, une guerre entre États, etc. Mais le truc le plus important, c'est que le marché intérieur et la concurrence libre et non faussée puissent s'effectuer. Et les États s'engagent, quel que soit le niveau de la guerre civile et de la guerre, quels que soient les troubles, le truc numéro un, c'est pas de répondre aux besoins et aux aspirations des citoyens, c'est que le fonctionnement du marché intérieur, que la concurrence libre et non faussée reste en permanence présente, et ils disent bien, même en cas de guerre. Voilà. Donc, sur l'ensemble de ces traités, on voit très nettement que ceux qui ont fait ce traité, ils le font principalement dans l'intérêt de ce que d'aucuns appellent une oligarchie, d'autres peuvent appeler des puissants, d'autres encore la grande bourgeoisie internationale. Vous voyez l'esprit un petit peu parce qu'il faut l'écrire quand même, un truc comme ça. Hein. Alors maintenant, comment ça marche? Parce que c'est un fonctionnement très compliqué, enfin très compliqué. Il y a une première institution qui s'appelle le Conseil européen. Et ce Conseil européen, c'est en fait l'ensemble des chefs d'État. Ça veut dire que pour nous, la France, c'est Emmanuel Macron qui siège au Conseil européen. C'est Angela Merkel qui siège au nom de l'Allemagne, et ainsi de suite. Le Premier ministre ou le chef de l'État, suivant les cas. Voilà. Il faut savoir que dans ce Conseil européen, comme d'ailleurs, déjà pour changer les traités, il faut l'unanimité du Conseil européen. Voilà. C'est-à-dire, s'il y a un pays qui refuse de changer le traité, qu'il y a une majorité de pays, même une majorité de population qui veut changer le traité, c'est l'unanimité. Et bien évidemment, lorsqu'on fait rentrer un certain nombre de pays, de petits pays, il y en a toujours qui m'ont posé la question, mais pourquoi Malte rentre dans l'Union européenne? Ben justement, pour empêcher l'unanimité. Parce que s'il y a un pays qui est une filiale, entre guillemets, des firmes multinationales, c'est bien Malte. Et donc, il y a un certain nombre de pays qui, en fait, sont là pour verrouiller le problème de l'unanimité. Parce que dans des grands pays, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne,
l'Allemagne, etc., il y a du débat interne. Vous voyez ? Dans un pays comme Malte, il suffit qu'une journaliste cherche un petit peu des choses, ben elle est assassinée dans le mois qui suit. C'était le cas l'année dernière. C'est un pays un peu spécial de ce côté-là. Voilà. Ensuite, il y a le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres, c'est par domaine de compétences. Donc il y a le Conseil des ministres de l'Agriculture, il y a le Conseil, voilà, pour chaque ministère, il y a le Conseil des ministres. Voilà. Étant bien entendu que dans le Conseil européen, il y a un président du Conseil européen qui est élu tous les 2 ans et demi. Voilà. Dans le Conseil des ministres, c'est tous les 6 mois. Donc, par exemple, il y a un nouveau président du Conseil des ministres de l'Agriculture, par exemple. Mais c'est pareil pour le ministre de l'Intérieur, c'est pareil pour... Ensuite, il y a une 3e instance, c'est le Parlement européen. Donc là, il y a 750 députés européens, et dont on va élire le contingent français le 26 mai prochain. Et on va élire, je crois, 79 députés, un peu plus qu'avant, puisque normalement, il n'y aura pas les Britanniques, qui normalement doivent sortir de l'Union européenne le 29 mars. Enfin, tout ça n'est pas joué, mais c'est lors de notre propos ce soir. Et là, on a trompé les travailleurs, les citoyens, etc. Parce qu'on met Parlement européen. Et en fait, si vous dites Parlement français, vous pensez que ça a la puissance législative, c'est-à-dire la puissance de faire les lois. Eh bien non. Le Parlement n'a pas de fonction législative. C'est-à-dire le Parlement n'a pas l'initiative des lois et ce n'est pas lui qui les vote. Et donc, Parlement européen, ce n'est pas l'équivalent d'un Parlement allemand ou d'un Parlement français ou d'un Parlement espagnol. Parce que ce n'est pas là que se font les lois. Voilà. Il n'y a dans le Parlement européen que dans certains cas, le Parlement européen participe à une codécision sur certaines décisions. Ça veut dire qu'il y a des domaines où le Parlement européen n'a rien à dire. Et il y a des domaines où il y a codécision entre le Parlement européen et la Commission européenne. Car le véritable pouvoir législatif, c'est la Commission européenne. Voilà. Ça veut donc dire, rappelez-vous ce que disait Pierre Mendès France, en fait, on a enlevé du pouvoir principalement aux parlements nationaux pour le transformer, pour le transférer à la Commission européenne. Et pour Pierre Mendès France, qui lui a dans la tête la définition de la démocratie de Condorcet, et non pas la définition de la démocratie de Sieyès, eh bien il estimait qu'on enlève du pouvoir à des élus du peuple, les députés, et on le transfère à une commission européenne qui sont des gens qui sont nommés et non pas élus. Alors, les gens de la Commission européenne, ils sont nommés par ceux qui ont été élus. C'est-à-dire, par exemple, c'est le président de la République qui nomme le Français qui est à la Commission européenne. Mais ce n'est pas le peuple français, ce n'est pas le Parlement qui nomme, c'est le président de la République. Alors, la France élit un président de la République, et le président de la République nomme. Bon, si on écoute Condorcet,
il dit ça, c'est pas démocratique. Car Condorcet dit la chose suivante, ce qui est mon point de vue sur la démocratie, c'est qu'un pouvoir n'est légitime que s'il émane directement du suffrage universel. Voilà. 42 domaines sont soumis à la codécision de la Commission avec le Parlement européen, mais vous avez toute une série de domaines où le Parlement européen n'a pas son mot à dire pour les lois européennes. Alors les lois européennes ne s'appellent pas lois, elles s'appellent directives. Donc vous avez des directives qui peuvent être décidées par la Commission européenne et le Conseil européen. Et donc, en réalité, le Parlement européen, alors il a eu, dans la dernière période, une extension des pouvoirs de codécision. Mais avoir une codécision sur certains domaines, c'est pas la même chose que de dire c'est nous qui faisons la loi. Voilà, au Parlement européen, ça a du pouvoir quand on est dans un groupement majoritaire, car sinon, effectivement, on ne fait même pas la loi. C'est-à-dire, effectivement, quand vous avez un groupe minoritaire à la Chambre des députés, même si vous êtes minoritaire, vous participez au débat sur toutes les lois. Quand vous êtes député européen, vous n'y participez que si vous êtes dans un domaine soumis à la codécision. Et si vous êtes dans un domaine qui n'est pas soumis à la codécision, vous servez à rien. En général, quand on est député européen, on fait semblant qu'on a beaucoup de pouvoir. Hein, voilà. Mais la réalité, il y a, parce qu'il y a des lobbies, parce qu'il y a des groupements, il y a des groupements de députés qui peuvent faire pression. Mais vous voyez bien qu'un pouvoir de codécision, j'espère que je me suis fait comprendre, c'est pas la même chose qu'un pouvoir législatif. Bien. La Commission européenne, qui est le poumon de l'Union européenne, c'est la seule institution qui a le pouvoir législatif. Ça veut dire que le pouvoir législatif, la Commission, elle l'a sur tous les domaines. Elle est à Bruxelles ou à Strasbourg? Comment? Elle est à Bruxelles ou à Strasbourg? Les deux. Ils ont la possibilité de siéger là et là. Et donc il y a des sessions à Bruxelles et des sessions à Strasbourg. Bon. Et ça, c'est des problèmes internes. C'est parce que la France s'est opposée au fait que ça soit transféré à Bruxelles. Alors, c'est la Commission de Bruxelles, la Commission européenne, elle a la plénitude sur tous les domaines. Et le Parlement européen a la codécision sur certains domaines et pas dans d'autres. Et pour élire la Commission européenne, en fait, c'est élu par le Parlement européen, mais sur liste bloquée. Sur liste bloquée. C'est-à-dire, si vous avez... Vous avez une liste de commissaires européens, donc en général un par pays, et certains pays ils en ont deux, et c'est sur liste bloquée. C'est-à-dire vous votez oui ou non à l'ensemble de la liste, vous ne pouvez pas voter un par un. Vous ne pouvez pas dire je m'oppose à celui-là, je suis d'accord avec celui-là, etc. C'est sur liste bloquée. Alors bien évidemment, les deux choses les plus importantes dans la façon dont ça a été construit, c'est bien sûr l'ensemble Commission européenne, Conseil européen. C'est-à-dire que l'initiative de la loi vient de la Commission de Bruxelles, mais il faut la décision du Conseil européen. Donc l'ensemble Conseil européen,
Conseil européen, Commission européenne, c'est le dispositif fort de l'Union européenne. Le Parlement, on peut faire semblant, mais c'est une instance qui a moins de pouvoir que cet ensemble, Commission européenne, Conseil européen. Ensuite, il y a une Cour de justice de l'Union européenne qui siège à Luxembourg. D'abord, c'est marrant que ça siège à Luxembourg. C'est-à-dire que ça siège dans un paradis fiscal. Le président de la Commission européenne, c'est Juncker, ancien Premier ministre du Luxembourg. Ouais. Voilà. Celui qui a permis au Luxembourg que l'ensemble des firmes multinationales puissent faire de l'évasion fiscale et de l'optimisation fiscale à condition d'être implantées au Luxembourg. Ouais. Voilà. Et donc cette cour qui siège à Luxembourg est chargée, au fait, de faire respecter les traités. Ensuite, il y a la Banque Centrale Européenne, et je dirais plutôt le système européen des banques centrales, dont la Banque Centrale Européenne est un des outils, et qui a la particularité, depuis le traité de Maastricht, d'être indépendante aussi bien du groupe Commission européenne, Conseil européen, que des États-nations. Et cette Banque Centrale Européenne a comme fonction de s'occuper de deux choses. Premièrement, de l'inflation. Deuxièmement, des taux de change. Pas des taux de change, puisque avec la zone euro, il n'y a plus de variation de change, mais le taux de change de l'euro par rapport aux monnaies extérieures à l'euro. Alors juste un petit truc, où il y a une différence avec la Réserve fédérale américaine. C'est que la Banque Centrale Européenne, elle ne doit s'occuper, dans son objet, que de l'inflation et des taux de change. La Réserve fédérale américaine, pourtant néolibérale aussi, hein, mais elle doit s'occuper de trois choses. Elle doit s'occuper de l'inflation, pour lutter contre l'inflation. Elle doit s'occuper des taux de change, et elle doit s'occuper du chômage. Ce qui fait que, de par son objet, la Réserve fédérale américaine doit faire un compromis entre ces trois choses-là. Pas la Banque Centrale Européenne. Elle n'a rien à secouer d'un chômage massif parce que c'est marqué dans son objet, elle ne doit pas s'en occuper. Alors que la Réserve fédérale américaine modifie certains taux quand il est nécessaire, quand le chômage augmente trop vite, etc., etc. Donc, vous voyez, je vous donne un exemple pour montrer que la Banque Centrale Européenne, c'est pire que la Réserve fédérale américaine. Et puis, bien sûr, vous avez vu comment fonctionne l'Union européenne? Elle est en partie fédérale et en partie intergouvernementale. Vous voyez? C'est en fait une construction singulière. Bien évidemment, elle a des aspects un peu fédéraux, mais elle est principalement, en tout cas de mon point de vue, intergouvernementale. Parce que quand même, le Conseil européen, chaque pays est représenté. Voilà. Alors nous, on est représenté par Macron, mais on est représenté formellement. Voilà. Alors, on va prendre quelques articles quand même du traité, pour bien voir. Je vous ai parlé de mon préféré, c'est le 347 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Hein. Même quand il y a la guerre, ce qui est important, c'est le marché intérieur et la concurrence libre et non faussée.
Bon, il y a marqué, premièrement, libre-échange obligatoire. Deuxièmement, liberté totale de la circulation des capitaux. C'est marqué. Article 63 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Vous ne pouvez pas, avec cet article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de faire une restriction à la liberté de circulation des capitaux. Vous avez compris récemment avec les migrants qu'on peut bloquer des personnes, mais pas des capitaux. Il y a 3 articles qui sont mes préférés en second. C'est les articles 151, 152 et 153, toujours du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Il y a interdiction d'harmonisation communautaire. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit d'imposer une harmonisation sociale et une harmonisation fiscale. Alors vous avez de temps en temps des militants, des responsables qui disent oui, mais ce qu'il faut c'est l'harmonisation sociale pour éviter le dumping, ou une harmonisation fiscale. C'est interdit. Voilà. Parce que bien évidemment, lorsqu'on est un néolibéral jusqu'au bout des ongles, on a intérêt qu'il y ait des systèmes fiscaux et sociaux différents. Parce que bien évidemment, les capitaux pouvant circuler rapidement, c'est un moyen de faire du pognon. Voilà. Alors ce qui permet, par exemple, en 1996, la Commission européenne, soutenue par le Conseil européen, et donc par notre président de la République, qui était là en 1996, de faire la directive pour les travailleurs détachés. Ça, vous avez entendu parler. Parce que la directive sur les travailleurs détachés, elle est conforme au traité. Alors je dis ce que c'est, cette directive des travailleurs détachés. Cette directive des travailleurs détachés dit la chose suivante. S'il y a un travailleur étranger, on va prendre au hasard un travailleur de l'Estonie, de la Lettonie, enfin des pays baltes, par exemple, qui vient travailler en France, son salaire direct, le salaire du bas de la fiche de paye, il doit être conforme à la législation française. Mais les cotisations sociales sont à payer dans le pays d'origine. Si je les fais travailler sur un temps complet, je dois lui payer le SMIC. Mais tout ce qui est cotisation sociale, il faut que je paye là-bas. C'est 0%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. C'est-à-dire que vous avez des pays européens où vous n'avez pas de cotisation sociale. Ou des pays européens où il y a des cotisations sociales très faibles. 1 000 €, donc ce qu'on appelle le salaire net, eh bien en France, ça peut vous coûter 60% de plus si vous comptez ce que les patrons appellent les charges sociales et ce que moi j'appelle les cotisations pour le bienfait de l'humanité. Bon. Et forcément, si vous avez ces travailleurs détachés, vous voyez bien que c'est une concurrence déloyale par rapport aux travailleurs français. Bon. Et bien ça, c'est autorisé par le traité européen, et vous avez interdiction
de faire une harmonisation fiscale. C'est-à-dire que l'Union européenne ne peut pas dire aux Pays-Bas, vous devez augmenter vos cotisations sociales. C'est-à-dire que eux, ce qu'ils veulent, c'est augmenter les inégalités sociales et fiscales pour que ça puisse bénéficier aux employeurs. C'est ça la réalité. Voilà. C'est pas écrit comme ça, mais c'est la conséquence. J'aimerais vous montrer ce petit rectangle. Est-ce que vous le voyez? Vous avez un rectangle là, comme ça. Vous voyez? Alors c'est marrant parce que ce qui est marqué en haut, là, sur cette partie-là, il y a marqué définition et objectifs de l'Union. Là, il y a marqué la charte des droits fondamentaux. C'est le plus petit. Hein. Ce n'est pas ce qui intéresse ceux qui ont écrit. Et là, vous avez ici, tout ça. C'est les politiques et le fonctionnement de l'Union. Parce qu'en réalité, le traité européen est là pour dicter les politiques économiques et sociales aux pays, aux États-nations. Voilà. Et la plupart des, je dirais, des articles fonctionnent comme ça. Donc, ça, je vous en ai déjà parlé. Et bien évidemment, alors, vous savez, vous avez la répartition, par exemple, dans le processus de décision. C'est-à-dire que plus le pays est petit, plus leur pouvoir est grand.